Après David, c'est son fils, Shlomo ou Salomon, qui prit la tête du royaume d'Israël. Salomon a évidemment subi le même traitement que son père, puisque les spécialistes modernes ont qualifié son règne de légendaire, tout comme son existence même. Il est vrai qu'on n'avait quasiment aucune trace de son royaume. Mais c'est aussi le cas des royaumes avoisinants de l'époque, et ça ne prouve donc rien. Pourtant, cette fois encore, les recherches persévérantes des dernières décennies ont accumulé les indices et ont fait émerger lentement la réalité de ce grand royaume oublié. Dans le premier épisode, j'ai évoqué le formidable travail de Champollion et j'ai juste signalé en passant que ce croyant avait découvert des inscriptions en hiéroglyphes qui confirmaient le récit biblique. C'est le moment d'y revenir. 6 ans après avoir publié la traduction de la pierre de Rosette, en 1828, il visita Karnak et le temple d'Amon avec ses colonnes et son immense porte comportant une inscription de 6 mètres de haut. Champollion écrivit, je cite, « Dans ce magnifique palais, j'ai observé les portraits de la plupart des pharaons connus pour leurs grandes œuvres. Les campagnes militaires de Ramsès, Sésostris et aussi de Sheshonq, qui avaient vaincu une trentaine de nations, parmi lesquelles je trouvais, comme il fallait s'y attendre, Yehuda Hamelech, le roi de Juda. Cela correspond au commentaire dans 1 roi 14 qui rapporte l'arrivée victorieuse de Sheshonq à Jérusalem. » Fin de citation. Dans 1 roi 14, on lit effectivement que la 5e année de Roboam, qui succéda immédiatement à Salomon, Shishak, ou Sheshonq, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem et en prit les trésors, l'or venant du temple et du palais. 2 Chroniques 12 nous donne davantage de détails et mentionne que le roi d'Égypte avait également conquis les villes de Juda avant de venir à Jérusalem et qu'il avait épargné la capitale et son roi en la dépouillant cependant de son or. C'est en total accord avec l'inscription de Karnak qui donne une longue liste de villes qu'il avait conquises, dont un certain nombre de villes du nord d'Israël et de Juda au sud. Par ailleurs, ce roi égyptien qui régna sur la 22e dynastie de 945 à 925 avant Jésus, et dont le nom apparaît également sur l'épaule gauche de ce sphinx, est celui qui a accueilli Jéroboam, qui s'enfuyait pour échapper à la colère de Salomon. Un roi 1140 rapporte que Salomon chercha à faire mourir Jéroboam, alors Jéroboam se leva et prit la fuite en Égypte auprès de Shishak, roi d'Égypte. Il demeura en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Une fois de plus, on constate que le récit biblique, avec naturel et au milieu de quantité d'informations, décrit précisément 1. Le contexte géopolitique entre Israël et l'Égypte, 2. Place le récit exactement à la bonne époque, et 3. Donne le nom exact du pharaon qui dirigeait l'Égypte à ce moment-là. Par ailleurs, concernant la langue utilisée dans ce texte biblique, c'est tout récemment, en 2018, que 2 grands spécialistes de l'hébreu, 2 professeurs d'université à Berkeley et Oxford, ont montré que les livres des rois étaient écrits en langue hébraïque propre à l'âge de fer, c'est-à-dire l'époque de David et Salomon, bien différente de l'hébreu utilisé plus tard par Esdras et Néhémie. Ils ont même montré que le Cantique des Cantiques attribué à Salomon avait bien été écrit à l'âge du fer, et non pas plus tard à l'époque perse, comme le prétendent les opposants à la Bible. Une deuxième série de découvertes récentes a été réalisée au sud d'Israël, à une trentaine de kilomètres au nord de la mer Rouge, sur le site désertique de Timna. Cette région porte les traces d'une activité d'exploitation du minerai de cuivre développée à grande échelle et pendant plusieurs siècles. On y trouve les restes de mines à ciel ouvert, ensemble de puits et de galeries creusés à la main, ainsi que des vestiges de fours, dont on voit ici une reconstitution, qui permettaient de fondre le minerai et témoignent de l'activité bourdonnante qui va occuper des milliers d'ouvriers et avait alimenté un vaste trafic commercial. Ici, c'est un moule de pierre qui servait à couler les lingots de cuivre utilisés plus tard pour confectionner toutes sortes d'objets. À l'époque, c'était des milliers de travailleurs et de longues caravanes qui transportaient le précieux minerai sur des centaines de kilomètres. Les archéologues, depuis les années 1950, connaissaient déjà ce site minier et avaient noté les traces d'une présence égyptienne importante, datant en gros de l'époque de Ramsès II et de ses successeurs. Nelson Gluck, grand spécialiste de l'archéologie biblique, pensait lui qu'il devait s'agir d'un ensemble minier exploité à l'époque de Salomon. Il avait publié en 1944 un article retentissant dans le National Geographic intitulé « Sur la piste des mines du roi Salomon ». Mais il fut plus tard ridiculisé par ses collègues qui pensaient impossible
qu'une exploitation industrielle de cette taille ait pu être dirigée par un tout petit roi Salomon qui n'avait peut-être même jamais existé et qui aurait vécu de toute façon à 300 km de là. Une telle entreprise aurait supposé des moyens logistiques énormes pour faire vivre des milliers d'ouvriers dans une zone désertique, les ravitailler et mettre sur pied tout le convoyage des minerais sur de grandes distances. Dans les années 1970, Rothenberg, qui avait travaillé avec Gluck et qui fouillait un sanctuaire égyptien dédié à la déesse Hathor dans la même zone, avait conclu que le site avait été exploité par les Égyptiens. Il s'appuyait sur les milliers de fragments retrouvés dont certains comportaient les cartouches des pharaons Ramsès II et de ses successeurs, ce qui datait, effectivement, l'exploitation du site 2 siècles avant Salomon, et en faisait un site dirigé par la grande puissance égyptienne. Pourtant, des investigations toutes récentes menées depuis 2013 ont renversé la situation. Le sanctuaire dédié à Hathor montra que la présence égyptienne avait disparu à un certain moment et que, vers l'an 1000, elle avait été remplacée par d'autres ouvriers, provenant probablement des environs. Puis une autre équipe, travaillant sur les restes d'un camp d'ouvriers de l'époque, fit plusieurs découvertes surprenantes. Au-dessus de ce plateau de grès, après avoir mis à jour les vestiges de plusieurs bâtiments, et découvrir les restes d'excréments d'animaux qu'ils ont fait analyser et dater. Ils pensaient qu'il devait s'agir de restes récents, probablement de chèvres appartenant à un campement bédouin quelques dizaines d'années en arrière. Mais la datation au carbone 14 a révélé qu'il s'agissait d'excréments d'ânes et d'autres animaux domestiques datant du Xe siècle avant Jésus-Christ. C'était incroyable! Les analyses d'autres vestiges de la même zone, par une autre équipe, donnaient aussi entre 1050 et 900 avant Jésus, soit longtemps après que la présence égyptienne ait quitté la région, et correspondant à l'époque de David et Salomon. Déjà en 1997, Thomas Levy, professeur d'archéologie à l'Université de Californie, avait découvert à Khirbet en-Nas, un autre site plus au nord et à l'est de la mer Morte en Édom, une exploitation massive du minerai de cuivre. Avec son équipe, il avait dû creuser plus de 60 mètres d'épaisseur de scories et de déchets de cuivre pour atteindre le sol. C'est absolument énorme. Il confirma les déclarations de Gluck au sujet des exploitations minières importantes à l'époque de Salomon, et confirma du même coup la Bible qui rapportait que les Édomites avaient été assujettés à David. Et ce n'est pas tout. Une autre remarque importante a été faite par un archéologue de l'université de Tel Aviv, université connue pour ses prises de position contre l'historicité des royaumes de David et Salomon. Si en Édom, on avait mis à jour un site minier d'une importance industrielle telle à l'époque de Salomon, alors pourquoi n'y trouvait-on aucune trace de bâtiment? Où étaient passés les restes des maisons de tous ces ouvriers employés à creuser des galeries ou chargés du transport et de toute la logistique? En archéologie, on détermine la présence et la taille d'une population à partir des restes de bâtiments trouvés sur place. Mais ici, rien. Et pourtant, il était évident que des milliers de personnes avaient vécu et travaillé ici. Ce chercheur a dû personnellement changer de point de vue et admettre la possibilité qu'une partie au moins de la population ait vécu comme des bédouins sous des tentes. Ce qui implique qu'il ne faut pas écarter la possibilité que les Israélites, eux aussi, aient pu habiter sous tente au moins une partie d'entre eux. D'ailleurs, plusieurs textes bibliques vont dans ce sens. Par exemple, 200 ans encore après Salomon, à l'époque de Joachaz, on lit « Les enfants d'Israël habitèrent dans leurs tentes comme auparavant ». De quoi amener quelques historiens à revoir sérieusement leur copie. Autre détail supplémentaire très intéressant, les échantillons d'excréments analysés comportaient des graines et des spores de pollen. Elles étaient si bien conservées que l'équipe de Ben Yosef a pu déterminer que l'alimentation de ces animaux venait d'une zone située à plus de 160 km au nord, près de la côte méditerranéenne, donc en plein territoire d'Israël. Même le poisson qu'ils mangeaient ne venait pas de la mer Rouge, toute proche, mais de Méditerranée. À peine croyable. On estime qu'il fallait 2 semaines à dos d'âne pour rallier Jérusalem à Timna. Et donc, toutes ces découvertes ont démontré qu'il s'agissait vraiment d'une entreprise extrêmement importante pour l'époque, avec une logistique d'envergure et très coûteuse. Sur le seul site de la colline des Esclaves à Timna,
on a retrouvé plus de 1000 tonnes de débris de fonte de cuivre. C'est énorme. Seule une nation développée et dotée d'une vraie puissance logistique et financière pouvait se le permettre. Or, puisque la datation montre qu'il s'agissait de l'époque de la royauté en Israël, puisque les Égyptiens n'étaient plus présents sur les lieux, puisque le lien avec le territoire d'Israël est établi, et qu'on sait que Salomon vivait en paix avec tous les pays voisins, la réalité du récit biblique concernant Salomon et son royaume saute aux yeux. Il y a encore une autre découverte étonnante et toute récente qui est venue ajouter un éclairage supplémentaire. Les chercheurs de l'Autorité des Antiquités d'Israël y ont découvert 3 échantillons de textiles de couleur pourpre. Or, cette couleur était réservée aux vêtements et objets royaux. Leur analyse chimique a montré qu'ils avaient fait l'objet d'un procédé de teinture compliqué à partir du murex avec plusieurs étapes chimiques, ce qui leur avait conféré cette longévité extraordinaire puisque leur couleur est encore visible aujourd'hui. Ce qui est extraordinaire, c'est que leur datation au carbone 14 les fait remonter aussi à l'époque de Salomon. Et à l'époque, la teinture de pourpre était très réputée, elle valait même plus cher que l'or. Cette découverte extraordinaire concorde à nouveau avec la richesse légendaire de Salomon. La Bible mentionne en effet précisément la précieuse pourpre en relation avec Salomon. On lit dans le Cantique des Cantiques que le roi Salomon s'est fait un palanquin en bois du Liban. Il en a fait des colonnes en argent, le support en or, le siège de pourpre. Parallèlement, un autre passage biblique nous apprend que Salomon avait fait construire des navires à Étzion-Guéber sur la mer Rouge dans le pays d'Édom. Cela signifie concrètement qu'à seulement 30 km du site minier, il avait fait construire un port permettant de commercer avec les pays du continent africain ou d'Arabie, et donc d'échanger le précieux cuivre contre d'autres denrées. C'est totalement cohérent avec la position de ce site minier et avec le reste de la description biblique d'un royaume d'Israël relativement puissant, bien organisé et qui avait une relation commerciale forte avec le voisin édomite. Une troisième série d'indications à propos de Salomon concerne l'architecture des bâtiments et la politique de construction qu'il menait. Hatzor avait été une très vieille cité située à 15 km au nord du lac de Galilée. Après les premières fouilles en 1926 par John Garstang, c'est Yigael Yadin, dirigeant de l'armée israélienne et passionné d'archéologie, qui y fit plusieurs campagnes de fouilles en 1955-58, puis en 68. Ce qui le frappa fut la présence d'une porte de ville en triple tenaille, qui était construite sur le même modèle que celle trouvée à Megiddo. La porte d'une ville peut être une simple ouverture dans la muraille, gardée par des hommes en armes. Mais pour la rendre plus efficace, les constructeurs d'alors avaient ajouté 3 renfoncements successifs permettant d'y poster d'autres hommes protégés par les parois et donc en position de force pour empêcher toute intrusion ennemie. Prenons pour référence le texte qui déclare que Salomon avait bâti la muraille de Jérusalem, Hatzor, Megiddo et Gézer. Yadin se demanda s'il avait existé à Gézer le même type de port de ville. C'est alors qu'il retrouva un rapport de fouille de Robert McAllister à Gézer qui décrivait exactement les restes de la porte de la ville, exactement sur le même modèle. Yadin en conclut que ces 3 villes avaient donc réellement été bâties par Salomon, tout comme le disait le texte biblique. De plus, vu que Gézer est situé au sud du pays, alors que Megiddo et Hatzor sont au nord, en Galilée, cette découverte confirmait la présence d'un royaume puissant, capable de mettre en œuvre des travaux de fortification importants dans des régions éloignées les unes des autres. On considéra alors, on est dans les années 1960-70, que ces portes à triple tenaille étaient caractéristiques de l'époque de Salomon. Comme il fallait s'y attendre, plus tard, Finkelstein et d'autres refusèrent cette conclusion. Pour eux, les conclusions d'Yadin, pourtant spectaculaires, devaient forcément se rapporter à des bâtiments plus tardifs, à l'époque des Homerides. Mais, à Tel Rehov, situé cette fois 25 km au sud du lac de Galilée, les archéologues ont retrouvé des céramiques du même type, montrant que toutes ces villes étaient de la même époque, et la datation au carbone 14 de grains de blé retrouvée à proximité de Ruch à Tel Rehov a confirmé que ces vestiges étaient du Xe siècle, donc de l'époque de Salomon. Les conclusions d'Yigael Yadin étaient réhabilitées. L'archéologue Amihaim Mazar, quant à lui, a pu fournir pas moins de 88 datations au carbone 14 et les mettre en corrélation avec les céramiques retrouvées à Gézer et ainsi donner un tableau stratigraphique précis des différentes couches. C'était la confirmation
scientifique que ces villes avaient effectivement été occupées à l'époque de Salomon. Et enfin, un dernier point concernant l'étude du l'étendue du royaume de Salomon. Les chercheurs ont découvert d'autres éléments significatifs. Des bâtiments très particuliers surnommés constructions tripartites à piliers, qui étaient des constructions rectangulaires en 3 parties avec 2 rangées de piliers dans le sens de la longueur. Retrouvés par exemple à Megiddo, ils ont également été datés de l'époque de Salomon. On a d'abord supposé qu'il s'agissait d'étables ou d'entrepôts, mais l'étude des restes de poterie a montré que les objets, ustensiles, pots et autres jarres n'avaient pas été utilisés, tout comme les restes de lampes à huile qui n'avaient jamais servi. Aucune trace de feu, aucune trace de cuisine, de restes d'aliments, ce qui semble indiquer qu'il s'agissait plutôt de marchés couverts ou d'entrepôts, et qui permettait peut-être même de prélever des taxes sur les objets entrant dans le pays. Mais ce qui est très intéressant, c'est le remplacement. Au XIe et Xe siècle avant Jésus, on les trouve seulement au point d'entrée des grandes voies commerciales de l'époque sur le territoire d'Israël, comme la Via Maris ou encore la route commerciale qui venait d'Arabie. La localisation de ces bâtiments a donc permis d'établir, indépendamment de la Bible et grâce aux vestiges archéologiques, les limites du territoire d'Israël à cette époque. Ce qui est frappant, c'est qu'elles correspondent à la description du premier livre des Rois, chapitre 4. On a retrouvé pas moins de 18 structures de ce type, toutes situées sur des axes commerciaux stratégiques et englobant les 2 régions nord et sud d'Israël. Intéressant, non? Pour conclure, je dirais que ce qui est frappant, c'est qu'en dépit des 3000 ans écoulés, des invasions, des guerres, des destructions, puis des moqueries des hommes de notre siècle, cette longue collection d'indices nous ramène une fois de plus, tout simplement, au récit biblique. À méditer.